Napoléon a essayé, Hitler a essayé, et maintenant c'est l'Occident qui essaie à nouveau. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucune urgence. C'est absurde. Se réarmer, être capable de dissuader et faire passer cette capacité de dissuasion aussi par les canaux diplomatiques, ça c'est normal. Mais cette attitude de fanfaron, ça ne sert à personne et ça ne fait que provoquer. Certains ont peur d'être critiqués s'ils donnent la priorité à la diplomatie plutôt qu'à la force. Et ça m'inquiète. Je me demande parfois comment on peut savoir si on est prêt à se défendre ou prêt à faire la guerre nous-mêmes. Gegen den Strom. Zur Person. À contre-courant. À propos de la personne. Bonjour et bienvenue dans À contre-courant. Je présente ici des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. L'Allemagne est-elle déjà partie prenante dans la guerre en Ukraine? C'est le sujet dont je parle aujourd'hui avec le vice-amiral Joachim Schönbach. Il est aujourd'hui à la retraite, président de la Verte Union et vice-président de l'Alliance Deutschland. Il a été inspecteur de la marine jusqu'au 21 janvier 2022, lorsqu'il a exprimé à New Delhi de la compréhension pour Poutine, en disant qu'il voulait simplement du respect et des négociations d'égal à égal. Selon lui, la péninsule de Crimée est perdue. Elle ne reviendra pas. C'est un fait. Cette position contredisait alors la ligne du gouvernement fédéral. Et dès le lendemain, la ministre de la Défense, Christine Lambrecht, du SPD, l'a mis à la retraite anticipée. Bonjour, Monsieur Schönbach. Parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être ici. Merci pour votre temps. Avec plaisir. Un officier que vous connaissez, le général Neumann, a déclaré « Nous allons y aller avec tout ce que nous avons. Nous allons attaquer Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. Nous sommes prêts à nous battre dès ce soir. » Vous avez dû partir et lui, il peut rester. Oui, d'accord. Ma femme dirait à ce moment-là, il faut aussi savoir quand parler. Et quand, même si tu dis quelque chose de juste, tu le dis d'une manière un peu malheureuse. De mon point de vue, bien sûr, c'était juste avant la guerre. Il ne faut jamais l'oublier. Pour compléter ce que vous venez de dire, c'est vrai. J'ai simplement plaidé pour qu'on se traite d'égal à égal et qu'on se comporte avec respect, aussi bien au niveau national qu'international. Et la Crimée est perdue, en effet, parce que la Fédération de Russie ne la rendra pas volontairement. À ce moment-là, c'était en 2022, comme je l'ai dit, avant la guerre. C'était manifestement scandaleux de plaider pour la diplomatie. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, ça reste encore scandaleux. Et maintenant, après que l'inspecteur de l'armée de terre, le général de corps d'armée Dr Freuding, ait déjà tenu des propos similaires, pas forcément en lien avec des objectifs précis, mais dans le même ton, voilà que le général de corps d'armée Neumann, l'inspecteur, le chef de la Luftwaffe allemande, arrive avec des déclarations aussi percutantes. Je dois le dire, ça interpelle. Bien sûr, on ne peut jamais complètement se détacher de soi-même. On regarde toujours les choses à travers le prisme de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais imaginez un peu, si quelqu'un avait tenu de tels propos il y a 5 ou 6 ans, les deux messieurs auraient été immédiatement rappelés à l'ordre, voire mis dehors. Moi-même, à l'époque où j'étais encore en activité, j'avais déjà attiré l'attention en disant « Il faut que nous soyons capables de nous battre ». Mais c'était une remarque sensible précise, même si, bien sûr, on savait contre qui cela pourrait s'adresser. Mais c'était sans direction claire. En revanche, cette dernière déclaration, c'était inutile et plus qu'imprudent. Et si de telles déclarations étaient prises au sérieux au Kremlin? Eh bien, je pense quand même qu'ils sont pris au sérieux. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout de suite escalader. On sait évaluer qui parle et quel pays il représente.
Il faut quand même préciser une chose. Vous avez fait la bonne traduction en allemand. En anglais, surtout en américain, il ne faut pas oublier que la manière dont on parle de la guerre, du combat, de l'usage de moyens militaires et la façon dont on les perçoit, avec des slogans comme « Support our troops », tout ça c'est très différent. Là-bas, on peint même parfois des têtes de mort sur les avions. C'est une autre culture, un autre rapport à tout ça. Chez nous, on a toujours été beaucoup plus réservés. C'est pour ça que ça me dérange un peu. Je suis un ancien et je pense qu'il faut faire attention à ne pas taper sur ceux qui sont encore en activité. Moi, je ne le fais pas. Vraiment pas. Mais la traduction, évidemment, quand on la rend en allemand, ça devient cette langue classique, froide, neutre. Dire « nous sommes prêts à nous battre cette nuit » n'a pas la même sonorité que « we are ready to fight tonight ». Et il y a même une nuance. « We are ready to fight tomorrow ». Ça veut dire qu'on a encore besoin d'un peu de temps. Il a donné l'interview au Télégraphe. Dans le monde anglo-saxon, je suppose que ceux qui l'ont entendu de leurs propres oreilles l'ont perçu un peu différemment. Si tu t'étais tu serais resté un philosophe. S'il avait laissé de côté cette partie, vous savez, quand il a parlé du tsar ou du tsar de l'OTAN, qu'on allait frapper Kaliningrad, l'ancien Königsberg, la lagune de Courlande où se trouvent les arsenaux nucléaires, et la très importante flotte de la mer Noire. Alors, on aurait pu dire, oui, c'est bien de rappeler, et ça reste vrai, c'est une évidence, Monsieur Baab, que quand on est soldat, un professionnel, donc un militaire de carrière, il faut aussi être prêt à se battre. C'est ce que veut dire « ready to fight tonight », traduit en allemand avec ces précisions. Est-ce que ce n'est pas plus qu'une simple imprudence? Et franchement, je dois dire que je m'étonne qu'un ministre qui parle lui-même de capacité de guerre ne lui ait pas, au minimum, demandé un peu de mesure, de retenue, qui ne l'ait pas un peu recadré. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, c'est plus qu'imprudent. Est-ce que cette escalade rhétorique nous mène dans une impasse? Je pense que oui, ça a déjà commencé. Bien sûr, la guerre, c'est le contexte dans lequel il faut voir tout ça. Mais il y a eu d'autres guerres avant, et à ce moment-là, on n'aurait jamais eu cette idée. Certains, ou même beaucoup, disent que c'est aussi notre guerre. Vous connaissez ma position là-dessus. Nous devons rester vigilants. Nous devons aussi être prêts à faire davantage pour la Bundeswehr. Mais à mon avis, ça ne doit pas être dirigé contre qui que ce soit. Évidemment, on sait bien où le danger semble le plus probable en ce moment. Mais je pense qu'un pays comme le nôtre a naturellement besoin de forces armées qui fonctionnent. Et malgré tout, la rhétorique autour de ça devrait rester sobre. Quand j'utilise le mot non-allemand, évidemment, il est déjà chargé, malheureusement. Mais ce n'est pas dans notre nature d'entretenir ce genre de rhétorique. Nous ne sommes pas en guerre. La Russie ne nous a pas déclaré la guerre, et nous non plus. C'est pourquoi, pour répondre à votre question précise, oui, cette logique mène droit dans une impasse, parce qu'à un moment, on ne peut plus faire marche arrière. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important maintenant de dire un mot d'autorité. Pas pour abîmer cet homme, mais pour dire « Attendez un peu, on va calmer le jeu ». Et ensuite, il faudrait une explication de la part du ministre. À mon avis, il est vraiment temps. Vous avez commandé des navires, vous avez assumé des responsabilités en haute mer, vous connaissez les océans du monde, et tout particulièrement la région baltique. Maintenant, les Britanniques ont arraisonné le pétrolier Smirtos dans la Manche. Auparavant, une frégate russe avait escorté des pétroliers à travers la Manche. Ce que font les Britanniques là, est-ce un acte de piraterie? C'est en tout cas la formulation qui, effectivement, mentionne la Fédération de Russie.
Pour expliquer un peu, surtout à ceux qui ne sont peut-être pas très familiers avec ce qui se passe en haute mer, sans entrer trop dans les détails. En réalité, ces navires naviguent souvent sous des pavillons, comme Saint Kitts et Nevis ou, je ne sais pas, le Cameroun. Ce sont des pays qui, en général, ne prêtent pas beaucoup d'attention aux mesures de sécurité sur ce type de navire, notamment en matière écologique, donc de protection de l'environnement. Dans ce contexte, on peut bien sûr procéder à des inspections par précaution pour prévenir un risque éventuel de collision ou d'échouement. Mais ici, il s'agit d'autre chose. Il s'agit du fait que ces navires figurent généralement sur une liste, celle des bateaux qui opèrent pour ce qu'on appelle la flotte fantôme russe, donc pour contourner les sanctions. J'ai un jour demandé à un officier russe pourquoi ils ne battent pas simplement pavillon russe. Ce serait clair, non? Mais ils s'y prennent autrement. Les raisons sont multiples, et les expliquer ici prendrait trop de temps. Mais même quand on agit sous mandat, et là, ce n'est pas un mandat de l'ONU, c'est en quelque sorte un mandat qu'on se donne soi-même, je considère que c'est un vrai problème. Je n'aimerais pas employer le mot piraterie, mais la légitimité de tout cela ne me paraît pas très convaincante. Il y a quelque temps, les Estoniens ont essayé de prendre d'assaut un pétrolier. Ça remonte un peu. Ils voulaient le faire avec des vedettes rapides et 2 hélicoptères. Les Russes ont alors envoyé un avion de combat et les Estoniens se sont retirés. C'était juste, non? Eh bien, là aussi je vous comprends bien, et je vois les gros titres, comme tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Prenons cette histoire de frégate ou d'un autre navire. On lit alors des choses comme un destroyer russe ou une frégate russe patrouille au large du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils font là? On laisse entendre qu'ils n'auraient pas le droit d'y être. Pourtant, c'est la haute mer, libre pour tous. Tout navire a le droit d'y patrouiller tant qu'il ne se trouve pas dans les eaux territoriales. Et d'ailleurs, nous le faisons nous aussi. Il faut toujours regarder ce que nous faisons nous-mêmes. Et franchement, il n'y a rien de mal à ça. Mais enfin, quand on agit comme les Estoniens, et c'était bien connu, il ne faut évidemment pas s'étonner qu'une telle démarche provoque une réaction. Nous devons aussi, là-dessus je le sens bien, nous renvoyons souvent la balle entre nous. Moi, pour une raison ou une autre, je suis devenu un partisan, ou du moins un comprenant de Poutine. Même quand on adopte simplement une position neutre, on est déjà, et c'est ça qui est terrible à notre époque, laissez-moi faire ce petit détour, on est déjà considéré comme étant du mauvais côté. Aujourd'hui, si on ne se positionne pas clairement contre la Fédération de Russie, mais qu'on essaye juste d'analyser les choses froidement, telles qu'elles sont, on est immédiatement catalogué. Je pense que c'est une grosse erreur. C'est pour ça que, de mon point de vue, ces discussions sont très importantes. Il ne faut pas s'étonner. Le navire a été survolé, ou plutôt ces hélicoptères ont été survolés par un avion de chasse russe, un Sukhoi. Ce n'est pas anodin, mais c'est exactement ce que c'est censé être, un avertissement, comme on l'a vu récemment encore dans la Manche. S'adresser mutuellement des avertissements, c'est acceptable. Cela montre simplement, jusqu'ici, et pas plus loin. Nous, en Occident, devons aussi accepter qu'il existe des lignes rouges pour la Fédération de Russie. Et si on les franchit, il faut aussi assumer les conséquences. Ces dernières semaines, il y a eu des attaques de drones ukrainiens contre le port pétrolier russe d'Oust-Luga sur la mer Baltique. Il y a aussi eu des attaques contre le port de Primorsk, plus au nord, vers la Finlande, et même pendant le Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Les Russes affirment que certains jours, plus d'une centaine de drones sont en vol. Ils disent aussi que ces drones survolent le territoire de pays membres de l'OTAN dans la région baltique
y compris la Pologne, surtout dans des zones peu peuplées. Et ils en concluent que tout cela se ferait en coordination avec l'OTAN. Comment évaluez-vous cette situation? Alors, si ce que je sais est exact, et cela a d'ailleurs été confirmé ailleurs, quand ils volent, eh bien s'ils ne voulaient pas le faire, ils devraient emprunter des détours incroyables en passant par l'espace aérien de l'OTAN. Et l'espace aérien de l'OTAN, ça veut dire celui d'un État membre. Là, on parlait très concrètement de l'Estonie. Moi, je n'y étais pas. Mais si en effet l'Estonie, ou disons la Lituanie, même si, dans ce cas précis, seule l'Estonie a du sens vu sa position géographique. Si donc l'Estonie autorise le trafic aérien, ou ouvre son espace aérien, alors elle ne peut pas prétendre ne pas être, d'une certaine manière, disons partie prenante et facilitatrice de tout cela. Je prends pour exemple l'Iran, la version, ou plutôt la vision iranienne, sur la question de savoir si l'Iran pouvait ou avait le droit d'attaquer les monarchies pétrolières. Et si on regarde ça depuis cette perspective, ou en donnant cette justification, c'est de là que décollent les bombardiers américains ou les avions de reconnaissance américains qui portent la guerre en Iran et la mènent là-bas. Autrement dit, vu sous cet angle, on a dit, vous ne participez peut-être pas activement avec des armes ou des avions, mais vous facilitez, voire vous rendez cela possible. En clair, quand on survole le territoire de l'OTAN, et l'OTAN, je dirais encore une fois, c'est une question nationale, eh bien, l'Estonie, ou quel que soit le pays concerné, se met dans une position dangereuse. La question de la neutralité, personne n'est vraiment neutre. Mais disons, cette idée de rester en dehors du conflit. Le mot belligérant, c'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de nous. Il se rapproche de plus en plus. Alors, est-ce que l'Estonie était une partie belligérante? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, je ne jugerai pas tout ça sur une seule mesure. Mais en réalité, cette forme de soutien, même si on fait déjà beaucoup de choses ici, c'est encore tout autre chose. Parce que, du point de vue russe, la perception est la suivante. Et disons-le, même si on risque encore d'être mis dans la même case, la Russie voit l'Estonie comme le point de départ. On sait bien que les drones viennent d'Ukraine, mais s'ils passent par le territoire estonien, alors, depuis l'Estonie, un drone attaque. Et dans le cadre d'un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine, c'est évidemment quelque chose qu'on peut comprendre. Même si, quand on parle de guerre, le mot « acceptable » n'a pas vraiment de sens. Mais ça reste un échange de coups. Et le fait que les Estoniens, si c'est bien ce qui s'est passé, aient laissé faire, eh bien, ils devront sans doute en assumer les conséquences un jour. Vous en faites partie aussi. Le conseiller du président russe, Patrushev, a récemment déclaré que la Royal Navy coordonnait les actions de l'OTAN pour bloquer la Russie depuis la mer Baltique. Est-ce qu'il y a du vrai là-dedans? Quand j'ai lu ça, j'ai demandé à quelques personnes que je connais encore, qui ont de bons contacts avec le quartier général. Ils n'ont pas pu me le confirmer tel quel. Mais ce qui est effectivement prévu, et c'est la base de la planification, c'est que depuis que la mer Baltique s'est élargie avec l'adhésion de la Suède et de la Finlande, elle est devenue en quelque sorte une mer de l'OTAN. Les petites zones là-haut, Königsberg, Kaliningrad, donc cette oblast, et ce long couloir qui mène jusqu'à Saint-Pétersbourg, c'est à peu près tout ce qu'il reste à la Russie sur cette mer. Le plan, dans ce cas, pourrait être de les bloquer, de ne pas les laisser sortir en cas de conflit. Eh bien, moi, je recommanderais ça, mais pas en temps de paix. Nous sommes en paix. Je pense que c'est un point absolument essentiel et qu'on est en train de le perdre de plus en plus. On agit toujours comme si, du moins, c'est ce qu'on pourrait comprendre, on était à 2 doigts de la guerre, de l'attaque de la Russie contre l'OTAN. Mais il n'y a absolument aucun signe de ça. Peu importe combien de fois certains inspecteurs le répètent devant les caméras. Tout récemment, vous le savez,
le commandant suprême des forces alliées en Europe, un général américain de l'armée de l'air, un général 4 étoiles, a déclaré qu'il n'y avait strictement aucun signe d'une telle menace. Et ces 3 dernières années, les services de sécurité et de renseignement américains, auxquels je l'admets, j'accorde un peu plus de crédit, parce qu'ils s'appuient sans doute sur des faits plus solides, ont eux aussi affirmé qu'il n'y avait absolument aucun signe. Alors, gérer une situation comme celle-là à cette époque, eh bien, ça résume tout, la rhétorique et la manière de planifier. Point. Là-dessus, je reste un soldat. Nous devons être prêts à dissuader n'importe quel adversaire. Mais, comme dans cette interview récente avec Koppel, le nom m'échappe maintenant, ce célèbre blogueur russe, ou plutôt ce blogueur et homme de télévision qui intervient chaque soir, il a dit « Il ne faut pas s'étonner que, si on passe des années à piquer la Russie encore et encore, avec un fer brûlant dans l'œil, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'elle finisse par riposter. Nous devons désamorcer dans notre rhétorique, mais aussi dans notre état d'esprit, dans nos têtes. » En 2016 et 2017, vous avez commandé un important groupe naval de l'OTAN en Méditerranée, la NATO Maritime Group 2. Vous connaissez donc bien la région, vous connaissez la situation sur place. Aujourd'hui, il y a une mission de l'Union européenne qui vise à lutter contre le trafic d'armes autour de la Libye. Et si l'on en croit les déclarations de Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne, cette mission devrait maintenant être réorientée contre les navires russes. Qu'en pensez-vous? C'est de la folie. Alors, la Libye avait bien une raison, à cause de la guerre qui s'y déroulait. C'est une histoire en soi, on peut le comprendre. L'idée, c'est la même qu'avec la mission de l'ONU au Liban, UNIFIL. Au fond, il s'agit d'empêcher les différentes parties en guerre, que ce soit en Libye ou au Liban, de faire passer des armes en contrebande. Et ça, c'est tout à fait légitime. Mais contre la Russie, une sanction de ce type, on pense vraiment que ça peut marcher. C'est là que réside le problème. Le Liban, par exemple, n'a pas les moyens de réagir. J'y suis allé moi-même. Les 2 patrouilleurs qu'il possède n'ont aucune influence. Et la Libye, c'est pareil. Alors honnêtement, comment imagine-t-on que ça puisse fonctionner? Bon, je vais le dire franchement, et pas seulement parce que je suis plus en fonction. Je le dirais aussi si je l'étais encore. Mais là, je me ferais sans doute virer. Kaja Kallas, c'est vraiment devenu une persona non grata. Et l'Union européenne ne s'est certainement pas rendu service en la nommant haute représentante pour les affaires étrangères. Mais ça, c'est une autre histoire. Cette idée, d'où qu'elle vienne, qu'elle l'ait eue un matin, ou que ce soit des conseillers, ce que je suppose, faire une chose pareille face à une puissance nucléaire, un accord de sanctions, et en plus une sanction en pleine mer. Qu'est-ce qu'on pense qu'il va se passer? Parce que, bon, avec des pétroliers, c'est déjà grave, très grave même. Mais là, on risque carrément une confrontation. Et cette confrontation, provoquée délibérément avec des unités russes. Et si, dans le pire des cas, ça finit par un échange de coups, eh bien là, on se retrouve dans une situation, ça ne doit pas forcément arriver. Mais franchement, je ne comprends pas. Il ne s'agit pas de faire de l'apaisement. C'est très important pour moi. On en a déjà parlé. On croit toujours que dès qu'on essaie de comprendre la Russie, on fait une politique d'apaisement. Non, ça veut dire agir à partir d'une position de force, tout en sachant se retenir. Quand on a du pouvoir, et l'OTAN est plus puissante, plus solide, militairement plus forte que la Fédération de Russie, cela crée une responsabilité. Faire quelque chose comme ça, ici, c'est d'une toute autre nature. Et ça nous fait passer à un niveau d'escalade complètement différent. Aucun esprit raisonnable ne peut imaginer une telle chose. Alors, ça voudrait dire qu'on serait en guerre, c'est bien ça?
Je dis oui, si on en arrivait à un affrontement et qu'il fallait imaginer un scénario. Mais si d'un côté, des troupes de l'OTAN se trouvaient quelque part dans le cadre de l'embargo, et c'est bien ça l'idée, empêcher le passage de navires russes, il faudrait que je regarde précisément ce qu'ils entendent par là. Et si en face, ces troupes étaient accompagnées par des unités de combat russes, qui auraient évidemment aussi une mission, celle d'assurer un passage sûr. On a ici deux motivations qui s'opposent. Et si jamais ils décident de franchir cette limite, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Aller devant, tirer sur l'appareil, toutes ces choses qu'on imagine possibles dans le cadre d'un embargo. Eh bien, il ne faudra pas s'étonner si les autres ripostent. À ce moment-là, on se retrouve avec un conflit local sur place, qui peut facilement s'étendre. Quand on s'écoute parler tous les deux, n'importe qui devrait se dire « Mon Dieu, il faut surtout pas que ça arrive ». Et pourtant, on s'en approche de plus en plus. S'agit-il ici d'étendre la guerre en Ukraine à d'autres fronts, parce que les Russes menacent à plusieurs endroits d'encercler à nouveau des unités ukrainiennes? Eh bien, en fait, c'est vrai. Disons-le comme ça, si vous me permettez, je parle déjà beaucoup trop longtemps, mais bon, c'est vous qui me posez la question. Le point essentiel, c'est le suivant. Si on regarde la situation d'en haut vers le bas, on a un ensemble, une situation globale. Et cette situation, vous l'avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg et maintenant la nuit dernière à Moscou. Et moi, je trouve ça tout à fait légitime. Celui qui est attaqué doit pouvoir se défendre et il doit aussi pouvoir frapper de manière à ce qu'on le laisse tranquille. C'est une façon un peu simplifiée de le dire. Mais c'est comme ça. Ça va et ça vient. Maintenant, franchement, je deviens de plus en plus inquiet quand j'entends Madame von der Leyen ou d'autres dire que la situation s'est renversée. Je ne sais pas de quelle situation ils parlent. Oui, ils ripostent. C'est tout. Ils n'y arrivent pas par leurs propres moyens, mais parce que nous, les Allemands, les Anglais et aussi les Français, nous les aidons beaucoup. Bon, c'est une décision politique d'une certaine manière. Mais quand on regarde, comme je le fais chaque soir, je regarde les rapports du front, on voit que la Russie avance, mais très lentement. Alors, je ne vois pas vraiment où la situation aurait basculé. À part, bien sûr, le fait qu'avec les drones, on peut maintenant frapper encore plus durement. Mais le point décisif, à mon avis, et c'est intéressant, c'est que le chancelier fédéral a dit hier ou avant-hier, après le sommet du G7 à Évian, en France, « Nous voulons amener la Russie à la table des négociations. Nous voulons la forcer à négocier, donc à arrêter. » C'est pour cela qu'il faut soutenir l'Ukraine encore plus fortement. Et c'est bien ce qui se passe. Donc, pour revenir un peu à votre question, si on regarde ce qui se passe dans d'autres domaines, jusqu'à présent, il ne s'agissait que des pétroliers, c'est-à-dire du champ de bataille lui-même, des drones. Maintenant, on passe peut-être à la mer, partout où il s'agit d'empêcher le transport d'armes et de matériel. Jusqu'où veut-on aller? Une grande partie du trafic passe par exemple aussi par la Chine ou la Corée du Nord, via les grandes lignes ferroviaires. Est-ce qu'on veut, à un moment donné, aller jusqu'à soutenir des attaques contre ces grandes lignes à l'intérieur de la Russie? Il ne manque pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose de plus. Et l'ours russe, c'est toute son histoire. Si on fait un petit effort, si on essaye de regarder la situation avec un peu de recul historique, on voit que la Russie attend toujours très longtemps. Et on parle sans arrêt de ces fameuses lignes rouges. Et apparemment, ces lignes rouges sont franchies par les autres, qui qu'ils soient. Et la Russie, elle, ne fait toujours rien. Et puis un jour, vient le coup dur. Et ça, il faut que... J'espère vraiment qu'au ministère allemand des Affaires étrangères, et je ne parle pas des politiciens, mais des vrais spécialistes, des experts reconnus, des pointures,
qu'ils finissent, malgré tout leur savoir et malgré la pression de leur direction politique, par, comme on dit dans l'armée, se ceinturer d'acier. Autrement dit, rassembler tout leur courage et dire à leurs responsables, à leurs chefs, là vous ne pouvez pas faire ça, on court un vrai danger. Zu sagen, jetzt dürft ihr das nicht machen, hier laufen wir Gefahr. Das kann man nur hoffen. Professor Glenn Diesen von der On ne peut que l'espérer. Le professeur Glenn Diesen de l'Université du Sud de la Norvège a récemment reçu 2 experts en géopolitique, le professeur John J. Mearsheimer de l'Université de Chicago et son collègue moscovite, le professeur Sergei Karaganov. J'ai trouvé ça vraiment passionnant parce que le professeur Mearsheimer, l'américain, a dit que si la Russie envisageait une frappe nucléaire contre l'Europe, Washington, selon lui, n'interviendrait pas. Et Karaganov a répondu que la cible principale d'une frappe nucléaire russe ne serait pas non plus les soldats américains. Oui, j'ai vu ça. Karaganov était d'ailleurs aussi invité par Roger Köppel dans la Weltwoche. Raketenbasen in Rumänien und Polen, sondern es wäre Deutschland, denn dort säßen die Revanchisten. Wie bewerten Sie das? Ja, ich habe es gesehen. Karaganov war ja auch bei Roger Köppel in der Weltwoche. Ich habe ja selbst mit Diesen auch schon ein Interview geführt. J'ai moi-même déjà fait une interview avec lui. C'est toujours très centré sur ce sujet. Et surtout, à chaque fois que quelques semaines passent, on a l'impression qu'on se rapproche encore un peu plus de cette catastrophe, soi-disant inévitable. Et on se demande vraiment, quand est-ce que ça s'arrête? Karaganov, il faut le dire, et vous le savez aussi, c'est clairement un vrai dur. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui fait partie d'un cercle assez restreint de personnes qui, si jamais Poutine devait partir, pourraient très bien occuper une place importante dans l'administration russe. In der russischen Administration findet. Was, gestatten Sie mir diesen Klammerwert, Permettez-moi une petite parenthèse. Pour tous ceux qui aimeraient que dès demain, Poutine tombe mort de sa chaise ou disparaisse d'une façon ou d'une autre. Je dirais ceci, même si je vois les choses un peu différemment. Mieux vaut le diable qu'on connaît que celui qu'on ne connaît pas. Parce que si on se retrouve face à des gens comme ça, là, on a affaire à quelque chose de tout à fait différent. Lui, par exemple, réclame régulièrement que la direction russe frappe beaucoup plus fort. Fin de la parenthèse. viel stärker zuschlagen sollte. Klammer zu. Der Punkt ist der, das ist auch die Le point, Frage, c'est die celui-là. erwartete, die Sie mir C'est so aussi la question élargie que vous m'auriez posée tôt ou tard. ob wir Est-ce qu'avec notre fort engagement, on devient nous-mêmes partie prenante du conflit? Surtout quand on parle de la production de drones et du soutien qu'on apporte. C'est en fait une sorte de co-entreprise qui se déroule principalement à Munich et dans le sud, là où se trouvent les grands fabricants. Je pense que savoir si cela doit forcément mener à une frappe nucléaire, c'est encore une autre histoire. Mais si j'étais conseiller, et c'est un peu une banalité de le dire, si j'étais conseiller de la direction russe et qu'on me demandait comment empêcher l'approvisionnement en matériel et aussi en savoir-faire, eh bien, il faut dire que ce n'est pas seulement l'Ukraine. Nous aussi, entre-temps, nous avons acquis un vrai savoir-faire. Das ist nämlich nicht nur die Ukraine, auch wir haben ja mittlerweile gutes Know-how. Dann stelle ich mir weniger große Schläge vor oder Je n'imagine pas forcément de grandes frappes ou quelque chose de ce genre, mais plutôt des actions comme couper des lignes électriques ou provoquer un incendie dans l'une de ces grandes installations. Ce genre d'attaque aurait un impact bien plus important sur l'approvisionnement et la livraison de drones. Donc je pense moins à une frappe nucléaire. Pour moi, c'est vraiment l'ultime recours, l'ultime des ultimes, peut-être même la toute dernière option, plutôt qu'une simple ultima ratio. Et d'ailleurs, c'est très clair dans la doctrine, comme le dit Gerasimov. Si la Fédération de Russie se trouve confrontée à un intérêt vital ou à une situation d'urgence vitale, alors l'usage de l'arme nucléaire en fait partie. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'attendre dès demain à ce qu'une bombe tombe sur Munich, mais il n'est pas impossible qu'une utilisation très limitée à un endroit précis puisse être envisagée. Das wäre vorstellbar. Ja. Sie deuten an, dass die russische Vous laissez entendre que la Fédération de Russie aurait encore, même en dessous du seuil nucléaire, des moyens de limiter le transfert de savoir-faire, de drones et de matériel militaire.
Lesquels, par exemple? Absolument. Welche können das sein? Auf jeden Fall. Ich meine, im Moment sind wir noch in einem klassischen konventionellen. Je veux dire, pour l'instant, on est encore dans une guerre classique, conventionnelle. Enfin, un peu moins classique à cause des drones. La première vraie guerre de drones, c'était celle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a quelques années. Et maintenant, il faut bien le reconnaître, et ça aura forcément un impact sur notre armement. Dans toutes les branches de l'armée, les drones sans pilote sont tout simplement devenus la norme. Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand on parlait des drones armés. À l'époque, mon ancien chef, Müller, qui est ensuite devenu inspecteur de la Luftwaffe, avait dû partir à cause de ça. Aujourd'hui, on fabrique des drones kamikazes. Heute produzieren wir Kamikaze-Drohnen. Es geht ganz, ganz schnell. Die Macht des Faktischen. Ça va très très vite. Le pouvoir des faits, la guerre, la mère de beaucoup de choses. Je pense que la Fédération de Russie en ce moment, et pour ceux qui s'y connaissent un peu, on a vraiment cette impression, elle se bat avec une main, ou même un bras, attaché dans le dos. C'est pour ça que c'est si dangereux de continuer à faire monter les tensions sans en parallèle lancer des initiatives diplomatiques. Nous devons miser sur la diplomatie. L'épée, c'est seulement quand la diplomatie échoue. Mais à propos d'Erich Wad, je ne veux pas m'attribuer des mérites qui ne sont pas les miens. Erich Wad a dit récemment, dans une interview, qu'en Allemagne, on semble même particulièrement fier de ne pas avoir de relations diplomatiques au-delà de notre ambassadeur, de ne pas parler avec certains interlocuteurs. Franchement, on ne peut que se prendre la tête. Il faut qu'on parle et qu'on regarde aussi ce qui pourrait se passer si la situation s'envenime, sans aller jusqu'au nucléaire. Parce que si ça devient nucléaire, tout change de toute façon. Qu'est-ce qui pourrait encore arriver? Et je ne suis pas sûr, vraiment je n'ai pas cette impression que nous soyons suffisamment préparés à cela. Surtout pas sur le plan intellectuel, mental ou même psychologique. Le 22 mai, les Ukrainiens ont attaqué avec des drones une résidence étudiante à Starobelsk. Il y a eu 21 victimes. Starobelsk se trouve près de Louhansk. Je connais un peu la région, et d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a absolument aucune installation militaire dans les environs. La Fédération de Russie affirme que des éléments de Starlink ont été retrouvés. Un journaliste italien était sur place. Il dit que « Oh, je préférerais ne pas ». Teile italienischer Fabrikate gefunden worden. Ist hier der Westen an Kriegsverbrechen beteiligt? Das würde ich jetzt. Also dafür bin ich noch zu sehr im Westen verhaftet und. Pour ça, je reste encore trop ancré dans la culture de l'Ouest et je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là. Le point essentiel, c'est le suivant. Quand on dit quelque chose comme ça, on établit automatiquement un lien direct. Si un crime de guerre ou autre chose se produit, et que dans ce cas-là, des éléments matériels viennent d'un autre pays, alors on crée tout de suite cette connexion. On m'a déjà posé la question dans une autre interview. Est-ce crédible ce qu'on a dit que le drone se soit égaré? Eh bien non, ces drones-là ne se perdent plus. Il peut y avoir une marge d'erreur de quelques mètres, bien sûr, mais frapper une école dans un environnement quasiment démilitarisé ou très peu militarisé, ça non. Personne ne peut prétendre que c'était un accident. C'était délibéré. Moi, je le verrais comme ça. Je n'ai pas d'autre explication pour comprendre pourquoi. Je sais pas, ce n'est pas la station-service d'à côté, mais précisément cette cible-là. Mais je veux être clair, non. Je dis que ce n'est pas le cas. Nous ne faisons pas partie d'un crime de guerre. Cela dit, ça ne rend pas les choses meilleures. Il y a des crimes des deux côtés. Jusqu'à présent, c'était toujours la même histoire. La Russie, c'est noir, des bêtes féroces qui ne font que des crimes de guerre. L'Ukraine et nous, on est les gentils, tout blancs, on ne fait que le bien. Franchement, c'est n'importe quoi. Nous sommes en guerre. Et la première chose qui meurt, vous le savez bien, c'est la vérité. La vraie question, c'est qu'est-ce que l'Ukraine fait des informations que nous lui transmettons? Starlink, au fond, c'est de l'information satellitaire.
Moi, j'attends d'une conduite de guerre qui vient de l'Occident, qui est soutenue par l'Occident, et ça vaut aussi pour l'Ukraine, autant que possible, une guerre menée proprement. Soweit es geht, eine saubere Kriegsführung. Das heißt, es militärische Ziele, das ist natürlich Autrement dit, il s'agit de cibles militaires, donc bien sûr, d'infrastructures, sous toutes leurs formes. Ce sont des éléments qui, dans l'ensemble, sont liés à la guerre. Nous savons que, si quelqu'un d'autre le faisait, pas nous deux, mais les Russes, eh bien les Russes le font. Et ce que les Russes font, dans ce cas précis, avec des frappes sur des immeubles d'habitation, ce n'est pas acceptable. Ils ne peuvent pas s'en dédouaner. C'est pourquoi je conseillerais vivement de dire à l'état-major, concentrez-vous sur des cibles militaires ou sur des objectifs qui soutiennent ou prolongent l'effort de guerre. Mais aller plus loin et dire, nous sommes alors. Non. Je pense que c'est l'Ukraine qui prend les décisions. C'est elle qui dirige. Donc c'est elle qui en porte la responsabilité, pas nous. Le président directeur général de Palantir s'est rendu à Kiev à la mi-mai 2026. Il y a rencontré les responsables sur place pour discuter de la mise au point d'une soi-disant kill chain, une chaîne de ciblage létale basée sur l'intelligence artificielle. C'était juste avant l'attaque contre Starobelsk. Est-ce qu'il a pu y avoir un dysfonctionnement dans l'utilisation de l'intelligence artificielle? Disons les choses comme ça. Je sais bien sûr ce qu'est Palantir. J'ai une idée des capacités que cette entreprise possède. Et il faut dire qu'il y a plusieurs projets différents à l'intérieur de Palantir. Personne ne peut exclure qu'il y ait des erreurs. Je tiens à le dire clairement. Je pense que le pilotage concret d'un drone, et j'ai déjà vu comment ça se passe en pratique, c'est un engin volant, mais avec des caractéristiques un peu particulières, un comportement de vol différent. Mais le point décisif, c'est le suivant. Si l'intelligence artificielle, et c'est bien là le cœur du sujet, agit de manière autonome, sans intervention humaine dans le choix des cibles, ou simplement à partir d'une liste de cibles, sans qu'il y ait un dernier veto d'un opérateur ou d'un responsable, eh bien je dirais que oui, cela peut tout à fait arriver. Il faut d'abord dire clairement qu'il ne devrait même pas exister de sélection de cibles, ni de liste de cibles, qui inclut quelque chose comme un foyer pour jeunes. L'intelligence artificielle, c'est un sujet dont on parle depuis des années, aussi chez nous. Oui, tout le monde a des engins sans pilote. Un missile, c'est aussi un engin sans pilote. Mais le fait de choisir une cible humaine, concrètement, sans qu'une personne responsable derrière valide cette décision, pour une raison ou une autre, ça, c'est un vrai problème. Bien sûr, un véhicule militaire occupé par des soldats, c'est une cible légitime. Évidemment, on peut le détruire. Mais ce qui s'est passé là-bas, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver, ça ne devrait pas arriver. Et pourtant, si on a bien appris une chose à la guerre, c'est que ce genre de choses finit toujours par se reproduire. La sélection des cibles. Mais le guidage des drones et des missiles repose aussi sur des données satellites fournies par les États-Unis, le Royaume-Uni et les pays occidentaux. Ces données sont traitées à Wiesbaden, dans les Clay Barracks des forces américaines. C'est pourtant, en principe, un territoire allemand. Alors, on est directement impliqué dans la guerre, non? Quand le tireur ukrainien n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, mais que tout le reste vient d'ailleurs. En effet, je ne peux pas complètement écarter cet argument. On a déjà eu cette discussion pendant la guerre en Irak et aussi pendant la guerre en Afghanistan, quand des drones étaient pilotés depuis Ramstein, alors qu'ils semblaient voler à l'autre bout du monde et y tuer des gens. Au fond, il y a peu d'échappatoires, même dans ma propre logique. D'un côté, je veux évaluer tout ça de manière sobre et neutre. Mais de l'autre, je reste moi-même, avec ce que je suis et la façon dont j'ai été éduqué.
Si, à la fin, je fournis tout, et que le dernier maillon, c'est l'Ukrainien qui n'a plus qu'à appuyer sur le bouton, alors à un moment donné, la République fédérale d'Allemagne ne pourra plus vraiment repousser ce reproche, pas sérieusement, pas de manière crédible, selon lequel nous serions devenus partie prenante de cette guerre. Et je le dis franchement, tout le monde le sait. Je me souviens d'une autre interview, plus ancienne, où quelqu'un m'avait demandé « Mais à partir de quand sommes-nous une partie en guerre ?» Et quelqu'un m'avait alors expliqué qu'il existait une définition scientifique, une définition du service scientifique du Bundestag allemand, qui précise à quel moment on devient une partie au conflit. J'ai répondu ceci. Si une bombe tombe sur votre toit, vous savez que vous êtes devenu partie prenante à la guerre, que la définition officielle le dise ou non. Si je m'implique de plus en plus, de manière toujours plus forte dans ce conflit, au point que l'Ukraine ne puisse plus le mener sans moi, alors on passe progressivement une ligne, et en réalité, je deviens moi-même une partie en guerre. C'est comme ça que je le vois. Comment les Russes peuvent-ils réagir? Il y a déjà eu des menaces en ce sens. Et ces menaces, il faut les prendre au sérieux. J'ai de bons amis, encore beaucoup, qui me sont restés proches, même après mes déclarations de l'époque. Et dans ce genre de discussion, ils me disent « Oui, mais si la Russie agit, alors nous serons aussi en guerre. » Ce que je dis toujours dans ces cas-là, c'est bon, revenons à cette remarque. Si je brandis une tige brûlante dans l'œil de mon adversaire, c'est une situation... Non, elle n'est pas simple, mais elle n'est pas non plus si compliquée. Si tout le temps, je fais en sorte qu'un autre soit en position de causer des dégâts, de tuer et d'obtenir sur le champ de bataille quels que soient les résultats, et que je prépare tout pour lui, je lui donne les coordonnées des cibles, je lui fournis le matériel, je lui indique, je ne sais pas, les couloirs de tir, puis je me retire en disant, eh bien, c'est lui qui a appuyé sur le bouton. Dans ce cas, je ne peux pas me dédouaner. Alors, quelle est la réaction? Quelle pourrait être la réaction de la Russie? Elle dit que si nous sommes dans une situation de guerre, ce qui est le cas, même si, formellement, la guerre a commencé avec le premier tir du côté russe, même si on peut avoir des points de vue différents sur le déroulement des événements, eh bien, je peux ne pas comprendre la Russie à un moment donné, mais je devrais m'inquiéter du fait qu'ils puissent, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec cet exemple, identifier ces cibles. Parce que les drones qui posent problème ou d'autres systèmes d'armes ne sont pas produits en Ukraine. Ils se trouvent, pour reprendre l'exemple, en Allemagne, à Munich ou ailleurs. À Pfaffenhofen. Oui, à Pfaffenhofen. In Pfaffenhofen wird der Taurus hergestellt. Dann kann es durchaus sein, dass russische, und das ist ja in Deutschland ja noch viel einfacher, sich hier zu bewegen, als das an anderen Orten ist, dass es möglicherweise dann zu einem Anschlag dort an qu'il pourrait peut-être y avoir une attaque à cet endroit-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément imaginer une grande frappe nucléaire. Ça peut se faire de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise. Et dans ce cas, il faut se préparer à ce scénario de guerre. Je dois renforcer Pfaffenhofen. Je dois sécuriser les lieux où ces drones sont fabriqués. Et ce faisant, j'escalade encore davantage. Et on ne peut pas l'expliquer autrement. Le commandant suprême de l'OTAN en Europe, le général Cavoli, vous l'avez mentionné tout à l'heure, a déclaré que la Russie ne cherchait pas de conflit avec l'OTAN. Mais le chef de l'armée de terre, le général Freuding, n'est pas d'accord. Il dit exactement le contraire. Et le premier ministre britannique Keir Starmer le contredit aussi. Selon lui, d'ici 2030, la Russie pourrait attaquer l'OTAN. Alors, qui a raison? Eh bien ça, aucun de nous ne peut le faire. Personne n'a de boule de cristal. Donc au fond, je ne peux parler qu'à partir de ma formation, de ce qu'on appelle le raisonnement par exclusion ou la mise en balance des éléments. Je l'ai déjà dit. Kirovitch, l'Américain,
fonde ses déclarations essentiellement sur des informations que ni lui ni moi n'avons, que le général Freuding n'a pas non plus, et que Keir Starmer encore moins. Autrement dit, si je compare, même si les statistiques, c'est plutôt un truc pour les frileux, je vois quand même une chose, qu'à la Fédération de Russie, surtout si on se projette vers 2029 ou 2030, donc après 6 ans de guerre. Et bien sûr, tout cela use aussi les forces armées russes. Mais il faut dire que sur le plan de la puissance de combat, de la capacité opérationnelle, et surtout grâce à l'expérience qu'elles ont acquise, les forces russes sont aujourd'hui bien plus fortes qu'elles ne l'étaient avant la guerre. Cela dit, en 2029-2030, on parle déjà de 140, 150, peut-être 160 000 morts de chaque côté. Autrement dit, une grande partie de l'armée russe est déjà tombée sur le champ de bataille. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un manque de personnel. Il faut l'infrastructure. Il faut la base économique. Les Russes ont besoin de cette base économique, et ainsi de suite. Et puis, quelqu'un arrive et dit, après que j'ai mené la guerre pendant 6 ans, que j'ai quand même réussi à la réduire en grande partie, pas complètement, mais réduite, eh bien, il y aurait une attaque. Franchement, je trouve ça absurde. Mais je n'en sais rien. Je trouve simplement que ce n'est pas plausible. Que le général Freuding, et maintenant aussi le général Neumann de l'armée de l'air, s'expriment de cette façon, pour moi, ça a à voir avec une certaine atmosphère dans ce pays, une ambiance qu'on entretient, qu'on alimente. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. En principe, un État n'est pas là pour bercer sa population d'un faux sentiment de sécurité, mais pour faire tout ce qu'il faut afin qu'elle ne se retrouve pas dans l'insécurité. C'est pour ça que je suis un peu consterné, on en a déjà parlé, par certaines déclarations. Et si on a bien appris une chose à l'école d'état-major, au plus tard là, si on ne l'avait pas compris avant, c'est qu'il faut être plus que paraître. Je trouve donc juste et nécessaire que nos forces armées soient bien préparées. Peut-être pas avec ce type de financement qu'on voit aujourd'hui, mais bien avec des pièces de rechange, des munitions, du personnel, du bon matériel, et maintenant aussi avec les nouvelles technologies de drones. Tant que nous ne nous sommes pas déclarés neutres, la Fédération doit disposer de forces armées pour assurer sa défense. Et cette défense doit être crédible. La dissuasion, j'en suis toujours convaincu, a été une bonne chose, même si à l'époque l'épée de la guerre planait toujours au-dessus de nos têtes. Mais c'était la bonne approche. Et être plus que paraître, ça veut dire, pardonnez-moi l'expression, agir et se taire. Former correctement les gens, entretenir son matériel, introduire des innovations pour être toujours prêt sur le champ de bataille, si jamais il devait y en avoir un. Il ne faut jamais exclure cette possibilité. Et quand on est satisfait, il faut se préparer à la guerre. Certains, pour des raisons idéologiques, verront peut-être les choses autrement. Mais ce qu'on voit ici, ce sont de grands discours bien sonores, des provocations, et on sent bien qu'il y a d'autres motivations derrière tout ça. À mon avis, c'est une atmosphère un peu irréfléchie, même déplorable, dans laquelle on s'enferme peu à peu. Et ce n'est pas seulement sur le plan militaire. D'autres domaines civils parlent de la même manière. Et je veux dire, Monsieur Babb, vous ne me connaissez pas encore depuis très longtemps, mais quand j'étais dans les forces armées, on ne me considérait pas vraiment comme une colombe de la paix. J'ai toujours dit qu'il fallait être capable de se battre, qu'il fallait en avoir les moyens. Je ne dirais pas « fight tonight », mais il faut être prêt. Si ça éclate demain ou même ce soir, il faut qu'on soit en mesure de se défendre. C'est ça, la mission. Et c'est pour ça que j'ai trouvé, et c'est un peu ma colombe de la paix, ma petite colombe de la paix, que l'ancien symbole du hérisson, utilisé autrefois par la Bundeswehr, était vraiment parlant. La paix armée, la capacité de se défendre tout en restant pacifique.
Nous sommes capables de nous défendre comme le hérisson et de manière crédible, mais nous restons pacifiques. Nous ne voulons pas la guerre. Le principe de paix inscrit dans la Constitution est un signal très clair. Mais ces discours qu'on entend en ce moment et la manière dont on cherche à influencer l'opinion dans ce pays. Et encore une chose qui me tient vraiment à cœur, surtout depuis que j'ai quitté mes fonctions, pas parce que j'aurais quoi que ce soit à me reprocher, je ne crois pas, mais parce que j'ai gardé beaucoup de contacts, aussi bien avec des Russes qu'avec des Ukrainiens. Je suis d'ailleurs ancien participant du séminaire germano-ukrainien des officiers et j'ai encore de très bons liens. Ces gens-là parlent d'ailleurs d'une manière tout à fait différente de ce qu'on entend habituellement de Zelensky et des autres. Depuis que je me retrouve à nouveau avec des Russes, mais cette fois d'une façon vraiment différente, je me demande quels crimes avons-nous commis au nom de l'Allemagne, sur le sol russe, mais aussi sur le sol ukrainien. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Peut-être qu'autrefois, plus jeune, je voyais tout ça comme de l'histoire ancienne. On nous a tendu la main. Ce que je dis ne cherche ni à accuser, ni à justifier, et encore moins à excuser la façon dont la guerre a éclaté. Mais la manière dont, aujourd'hui, on en vient parfois à déshumaniser les soldats russes. Depuis peu, il y a ce soi-disant économiste de guerre, qui lui-même n'est jamais allé à la Bundeswehr, probablement trop lâche ou trop paresseux, ou je ne sais quoi, et qui se moque des soldats russes qui sautent encore hors de leur char avant que le drone ne frappe. Cette manière de présenter les choses, de rapporter, de parler, je la trouve incroyable. Et en tant qu'Allemand, franchement, non, c'est pas presque. C'est vraiment gênant. C'est embarrassant. Armer et parler, oui, mais armer pour dissuader, pour protéger la population allemande, comme le prévoit la Constitution. Ça, c'est nécessaire, contre toute menace. Et si ce sont les Russes, alors ce sont les Russes. Et se battre, si c'est exigé. Mais cette espèce d'intervention verbale dans cette guerre, moi, je trouve ça... Les Russes ont actuellement environ 800 000 hommes en Ukraine de l'Est, des forces entraînées, professionnelles. Et pourtant, le général Donehoff du côté américain, le général Naumann et le général Freuding agitent le sabre, tout en sachant très bien que la Bundeswehr, l'armée française et les forces britanniques pourraient au mieux réunir un corps expéditionnaire de 60, 70, peut-être 80 000 hommes. Avec le général Couillard, je suis d'accord pour dire qu'un tel corps expéditionnaire serait anéanti en une semaine. Alors à quoi bon? Je veux dire que j'ai toujours eu une certaine image du général Naumann. Pour moi, le général Naumann est le meilleur officier que la Bundeswehr, ou plus largement les forces armées allemandes, aient eu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi j'écoute son avis et son jugement. Mais la question, c'est toujours de savoir s'il s'agit d'un jugement militaire ou d'un jugement politique. Sur le plan militaire, il aurait sans doute raison. Disons-le comme ça. 800 000 hommes ne se trouvent pas seulement dans l'est de l'Ukraine. Ils sont aussi déployés sur les marges, ce qu'on appelait autrefois les 3 districts militaires de l'Ouest. En réalité, ce que nous pourrions livrer, et rien que ça, c'est déjà une vraie question, eh bien, ça ne serait possible que s'il y avait une vraie guerre. Alors, qu'est-ce qu'on attend, au juste? Et là, on se retrouve face à un dilemme. D'un côté, il y a ceux qui disent que la guerre va pratiquement commencer après-demain, que les Russes vont tous nous attaquer, pour une raison ou pour une autre. Ces gens-là voient bien qu'une ville comme Pokrovsk, où je suis déjà allé, c'était il y a un an, eh bien les Russes s'y cassent les dents depuis 18, 19, 20 mois. Bon, à Sloviansk, ils avancent maintenant, mais dans le sud vers la Crimée, ils perdent un peu de terrain en ce moment. Mais quand même, cette manière de faire, même si, comme je l'ai dit, on a l'impression qu'une main est attachée dans le dos,
Cette même armée serait censée, paraît-il, nous envahir dans 4 ans et se retrouver après-demain à la porte de Brandebourg, comme l'avait dit à l'époque Jens Spahn, puis peu de temps après à Lisbonne. C'est évidemment absurde. Mais d'un autre côté, et c'est bien là le point, nous réarmons, ou plutôt nous modernisons nos forces pour être capables d'assurer une dissuasion suffisante. Ce que nous pourrions déployer sans, et vous avez cité à juste titre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, sans le soutien des Américains, sans l'OTAN, eh bien nous serions complètement perdus. En tout cas, moi je ne commencerai pas cette guerre de cette façon, ni je ne la mènerai ainsi. Mais si on regarde simplement les chiffres, combien de soldats, combien de chars, de navires, de missiles nous avons, si on met de côté la dimension nucléaire, eh bien l'Occident, même sans les Américains, reste supérieur. Alors pourquoi? Et c'est là pour moi la question essentielle. Pourquoi la Russie? Pourquoi la Fédération de Russie nous attaquerait-elle? Personne ne m'a encore donné de réponse à ça. Ni Freuding, ni Neumann, ni Pistorius, ni Steinmeier, ni aucun des autres. Personne ne m'a expliqué quelle motivation pourrait pousser la Russie à dire « allons attaquer l'Europe ». Pourquoi voudrait-il attaquer les Pays-Bas? Pourquoi voudrait-il attaquer l'Allemagne? Ou bien l'Autriche, ou l'Italie. Pourquoi? Est-ce que tout ce bruit de sabre sert à détourner l'attention de la population pour qu'elle ne voit pas que l'argent qu'on lui prend avec cette course à l'armement finit dans les poches des industriels de l'armement, surtout aux États-Unis? Oui, ça joue certainement un rôle. La communication vers l'extérieur, c'est toujours aussi une communication vers l'intérieur. L'armement, cette guerre, sert d'abord, comme je viens de le décrire, à réarmer ici en Allemagne. Restons sur notre cas. Et ça coûte de l'argent. J'ai entendu quelque part, peut-être chez Lanz ou ailleurs, qu'en 2029, le budget fédéral ne sera plus composé que de dépenses sociales, de défense et du remboursement de la dette. Et pour le reste, il n'y aura pratiquement plus rien. Donc à un moment donné, il faudra bien commencer à réorganiser tout ça. Sinon, c'est toute la République qui risque d'exploser. Et je pense que ce n'est pas vraiment une question de détourner l'attention de cette affaire. Je crois que c'est plutôt lié au fait que le soutien, la SPD, donc l'Union et la SPD, les Verts aussi, des gens dont on disait autrefois qu'ils ne toucheraient jamais une arme, même avec une pince, eh bien tous ces gens-là sont soudain devenus incroyablement enthousiastes à l'idée de faire la guerre. Ils veulent être élus ou réélus dans un contexte, dans une république, où on ne gagne normalement pas des élections avec des sujets comme la défense, la modernisation militaire ou la politique de sécurité et de politique étrangère. En Allemagne, on gagne des élections sur le travail, le social, la santé. Ce sont les grands sujets. Ensuite, il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Mais vous avez entendu, je crois que c'était un sondage INSA, que 70% des Allemands s'inquiètent et considèrent la Russie comme le principal adversaire. Alors ce n'est pas que je vive sans aucune inquiétude, mais je ne me réveille pas le matin en me demandant si la Russie va m'attaquer demain. Il y a d'autres choses auxquelles je pense. Je crois que ce genre de rhétorique, cette ambiance dont on parlait tout à l'heure, est créée pour justifier tout ça, pour justifier ces sommes énormes. Et ce que je vais dire maintenant est peut-être le pire, mais c'est quand même mon point de vue. Il y a deux choses qui me trottent dans la tête depuis le début, même pendant cette discussion. Alors je vais simplement le dire. On entend souvent qu'en 2029, la Russie serait prête à nous attaquer. Franchement, cette affirmation n'a pas de sens, parce qu'elle aurait déjà pu être prête bien avant. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre 2029. Je me demande parfois à quoi exactement nous voulons être prêts. À repousser une attaque, ou à être prêts à faire la guerre nous-mêmes. Votre réponse?
Je ne sais pas. J'espère la première option. J'espère qu'on en sera au point où nous serons capables, comme nous devrions déjà l'être, d'éviter la guerre de manière crédible. Du point de vue russe, les choses sont perçues tout autrement. Les gens que je rencontre, qu'ils soient responsables ou simplement des connaissances, me disent « Napoléon a essayé, Hitler a essayé, et maintenant c'est l'Occident qui essaie à nouveau. » Eh bien, l'Occident avait déjà essayé, après la Première Guerre mondiale, de s'impliquer dans la région, en passant par la Perse. Alors, la Russie, remettons les choses au clair. Comprendre la Russie, ou du moins essayer de la comprendre. J'ai eu une conversation avec Madame Kronenschmalz, qui connaît ce sujet en profondeur, et elle dit exactement la même chose. Nous devrions tout faire pour que l'adversaire supposé ne se sente pas en sécurité, mais que nous soyons aussi ouverts, aussi transparents, aussi diplomates que possible, afin que nos actions ne provoquent pas de mauvaises interprétations ou de réactions erronées de l'autre côté. Mais dans ce cas, il faut dire à des gens comme Freuding, ou surtout maintenant Neumann, même si ce sont des cas isolés, il y en a d'autres, de se retenir un peu sur ce point. Et bien sûr, cela vaut aussi pour les Américains. Je pense que c'est vrai. Nous devons en faire davantage. Je maintiens ma position. Là-dessus, on est peut-être un peu différent. Je le redis, je considère que le réarmement à des fins de dissuasion est justifié. Mais si l'on regarde le succès de cette double décision de l'OTAN, qui d'ailleurs n'a pas été mise en œuvre par l'Union, mais qui a été voulue très consciemment sous Helmut Schmidt et arrachée aussi au président américain, l'idée, c'était, on s'arme, mais on parle, on tend la main, on garde les canaux diplomatiques ouverts pour pouvoir dialoguer, atteindre un certain niveau de confiance et ensuite désarmer progressivement, retrouver une base de confiance. Et le fait que, visiblement, on ne veuille même plus ça, même si bien sûr un responsable politique assis ici, inquiet que quelqu'un l'entende ou le lise, prétendrait sans doute le contraire, eh bien, c'est justement ça qui m'inquiète le plus. Le 12 février 2025, le groupe de contact sur l'Ukraine réunissant les pays de l'OTAN s'est retrouvé. Et le ministre américain de la guerre, on peut à nouveau le dire ainsi, Pete Hegseth, a déclaré que les Européens devaient en faire davantage, qu'ils devaient aussi préparer leur population à supporter des charges militaires plus lourdes. Et en substance, il a laissé entendre, sans nommer la Russie, que les Européens devaient la maintenir occupée depuis l'Ouest, pour que les États-Unis puissent se tourner vers l'Amérique du Sud, mais surtout vers la Chine. Est-ce une forme de partage des tâches? Le conflit en Ukraine est-il en train de devenir une affaire européenne, pour que l'hégémon ait les mains libres en Asie? Je n'utiliserai pas forcément le mot « hégémon », même s'il s'impose évidemment. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, et qu'on l'a dit ailleurs aussi. Une puissance impériale, une puissance qui agit à un niveau impérial, raisonne, débat et agit de manière impériale. Pas impérialiste, ce serait trop connoté à mon goût. Nous, qui sommes une petite puissance, peut-être bientôt plus du tout, ou tout au plus une puissance économique moyenne, nous agissons plutôt dans le cadre du concert européen. Et vu de ma perspective, cela paraît parfois assez régional, voire provincial. Les Américains, eux, ont déjà commencé à se détourner de l'Europe pour se tourner vers l'Asie. Et cela n'a rien à voir avec Trump, contrairement à ce que beaucoup pensent. Certains croient que tout le mal vient de lui, mais certaines choses sont simplement un peu étranges. En réalité, ce mouvement a commencé sous Barack Obama, et même sous d'autres présidents avant lui. Donc, le centre de gravité géopolitique se déplace. Il s'éloigne du demi-continent européen pour se tourner vers l'Asie, vers la Chine. C'est pour ça que le Japon et la Corée du Sud vont devenir, dans les prochaines années, des partenaires beaucoup plus importants pour les États-Unis, tout comme d'autres pays d'ailleurs. L'Indonésie en fait partie,
et dans une certaine mesure la Malaisie aussi, qui auront sans doute plus de poids que l'Europe. Je ne pense pas que les Américains vont se retirer complètement d'Europe. Ils l'ont fait après la Première Guerre mondiale, ils ont créé la Société des Nations, puis se sont pratiquement retirés de la scène mondiale. Cette erreur-là, je crois qu'ils ne la referont pas. Mais ce qu'ils montrent aujourd'hui, on le trouve déjà chez Zbigniew Brzezinski, dans Le Grand Échiquier, et aussi dans bien d'autres ouvrages. Il y a aussi d'autres personnes, vous diriez peut-être des faucons, et je ne vous contredirai pas forcément, qui affirment qu'il faut une répartition des rôles. Les Américains n'y arrivent plus seuls. La Chine est devenue bien trop grande et bien trop puissante. Et d'autres pays, comme l'Inde, sont en train de devenir forts de la même manière. Il ne faut pas oublier que l'Inde est aussi une puissance nucléaire. À cela s'ajoutent des pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, bref, tous ceux qui font partie des BRICS. Et puis il y a la formule que Trump a reprise, celle de la doctrine Monroe, énoncée en 1823 par le président américain de l'époque. Nous nous occupons de notre hémisphère. À l'époque, l'Europe devait en principe rester à l'écart, mais elle avait déjà un pied dedans. Et maintenant, on arrive sur la côte opposée. Toute puissance impériale, toute grande puissance, doit pouvoir contrôler d'une manière ou d'une autre la côte d'en face. Il reste donc impliqué avec nous, ce qui veut dire qu'il participe aussi au contrôle. Et maintenant, il s'agit de contrôler également la côte opposée du Pacifique. Cela inclut les groupes de porte-avions, le porte-avions flottant qu'est le Japon, et essentiellement la Corée du Sud. Les autres, pas encore tout à fait, et bien sûr l'Australie, d'une certaine manière. Les prochaines décennies seront décisives si la Chine continue sur la même lancée. Et les chiffres venant de Chine sont impressionnants, voire inquiétants. Je m'étonne toujours qu'en Europe, on perçoive encore la Chine comme quelque chose de très lointain. En réalité, la Chine représente un danger bien plus grand, parce qu'elle agit d'une manière complètement différente. Je pense que c'est quelque chose qui va nous concerner dans les prochaines années. Cette division du travail est déjà en cours, en fait. Quant à la guerre, Trump l'a dit clairement. C'était évident, au plus tard à Anchorage, après sa rencontre avec Poutine, qu'ils, c'est-à-dire les Russes, perçoivent les choses autrement. À Kiev, ils ont de nouveau impliqué Trump, ou plutôt les Américains, pour obtenir un soutien total. Mais je crois que les Américains ne vont plus donner d'argent. Ils se concentrent maintenant sur l'Est, et c'est à nous, ici sur place, de gérer la situation. Ça veut dire que la fracture transatlantique au sein de l'OTAN, c'est un mythe. Der Riss, also den Riss würde ich das nicht nennen. Viele glauben ja immer, Amerika ist Trump, Trump ist Amerika, das ist natürlich dummes Zeug. In Amerika gibt es noch ganz andere Kräfte und ich denke, dass diese Eliten, die dort sind, das mit Trump nur mittelbar was zu tun. Es ist entscheidend, Trump darf ja nur noch diese Amtszeit machen, es gibt keine weitere. Ich glaube, er würde selbst gewählt werden. Na gut, wir müssen abwarten. Je pense qu'il serait élu lui-même. Bon, attendons de voir comment se passent les élections de mi-mandat. Mais Rubio serait peut-être un peu plus modéré que J.D. Vance. Si des gens comme ça arrivent ensuite, alors ce que vous venez de décrire va se consolider. On se souvient tous très bien du discours de J.D. Vance à la conférence sur la sécurité l'an dernier. C'était assez percutant. Et malheureusement, il avait raison sur beaucoup de points, peut-être pas sur tout. Mais je pense qu'il ne faut pas parler de fracture. Je crois que les élites américaines savent très bien qu'on ne peut pas se passer de l'Europe. Parce que c'est là que la Russie est à occuper, d'une certaine manière. Le Proche et le Moyen-Orient, on le voit bien maintenant, après ce plan en 14 points avec l'Iran. On verra jusqu'à quel point les États-Unis seront encore capables de vraiment contrôler cette région et d'y jouer un rôle décisif. Donc en Europe, on va peut-être vivre une sorte de deuxième phase. Après avoir cru que les 500 ans de domination européenne étaient terminés,
il se pourrait qu'on doive à nouveau y affirmer davantage notre présence. dass sie möglicherweise dort wieder stärker auftreten werden müssen. Der Hegemon schafft es nicht. Le hégémon n'y arrive plus par ses propres moyens, les États-Unis. On le voit bien maintenant avec le protocole d'accord avec l'Iran. Il faut trouver un compromis. Et pour l'Allemagne, ça veut dire quoi? Que la République fédérale devient en quelque sorte le shérif adjoint modèle contre la Russie. Das ist jetzt nein, das glaube ich nicht. Ich denke, dass wir Deutschen Non, je ne crois pas. Je pense que nous, les Allemands, eh bien, c'est justement quelque chose que nous avons appris de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça intéressant quand je m'écoute parler, de voir qu'aujourd'hui je tends plutôt vers la mesure et l'équilibre, alors que, autrefois, plus jeune, j'aurais dit autre chose. À l'époque, nous les Allemands, nous avions en effet la plus grande force armée conventionnelle d'Europe, si on met la Russie de côté, puisqu'elle faisait partie de l'Union soviétique. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter avec les grandes déclarations et d'abord montrer ce qu'on sait faire. Non, nous les Allemands, nous avons toujours eu cette tendance, déjà à l'époque du bloc de l'Est et de l'Ouest. La RDA était l'élève modèle de l'Union soviétique. Et nous étions l'élève modèle des États-Unis. Nous allons jouer un rôle important si toutefois nous décidons de l'assumer. Je dis simplement, et là, je vais peut-être un peu loin, comme je l'ai déjà fait en Inde, mais j'avais eu raison sur tout ce que j'y avais dit. Quand cette guerre sera terminée, et je pense que, comme être humain et comme humaniste, nous souhaitons qu'elle se termine le plus vite possible, même si les géopoliticiens, surtout les Britanniques, voient les choses autrement. Eh bien, quand cette guerre sera finie, il y aura un cessez-le-feu, une forme d'ordre de paix, et ensuite viendra le désarmement, ou quoi que ce soit d'autre qui se passera concrètement. En ce moment, on assiste à l'ouverture des premiers chapitres pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Un processus qui, à mon avis, prendra au moins 10 ans. En tout cas, je pense que quand on croit que l'argent, surtout là-bas à la Stauffenbergstraße à Berlin, où se trouve le ministère fédéral de la Défense, que cet argent coule tranquillement par centaines de milliards dans le budget numéro 14, donc dans le budget de la Défense, eh bien je crois que c'est un mythe. Si j'étais préfet, maire ou responsable de l'éducation, de la santé ou d'autres domaines, je regarderais un peu ce pays qui, sous nos yeux, se dégrade. Et je dois dire que j'ai été vraiment consterné par cette orgie d'endettement menée par un chancelier même pas encore élu, qui, en totale méconnaissance ou en complet reniement de ses promesses électorales, nous a tous roulés dans la farine. Il a alors dit, si vous vous en souvenez, que le futur ministre de la chancellerie, Frey, affirmait que les citoyens n'étaient pas tellement intéressés par le fait que l'argent ait été pris à travers une, je le dis clairement, une affirmation fausse, une telle mesure, mais qu'ils voulaient surtout voir ce qu'on allait en faire. Je pense que c'est une erreur de raisonnement, mais passons. Je m'attendais à ce qu'il faille faire énormément de choses dans ce pays, notamment en matière d'infrastructure. Et quand cette guerre sera terminée, les gens se demanderont, tout comme les responsables concernés, vous voulez encore investir des centaines et des centaines de milliards dans l'armement, dans une guerre ou dans la préparation d'une guerre qui n'existe même plus. Et j'en conclus simplement que le pouvoir, en réalité, et les contraintes. Même la presse va soudainement changer de ton. On va le voir, elle le fait toujours. Elle va alors réclamer qu'on fasse plus pour la population et pour ce pays. Et juste un petit point, parce que vous mélangez un peu les choses, ou plutôt parce que tout ça est lié. Le plan de défense de l'Allemagne, ce fameux plan pour l'Allemagne, prévoit de faire du pays une grande plaque tournante pour tous les mouvements militaires vers l'Est. C'est en tout cas l'idée principale. J'ai encore de bons contacts. Et on s'est souvent demandé qui avait bien pu faire fuiter les documents venant du ministère. Aujourd'hui, je le sais.
Et aujourd'hui, j'en profite, de temps en temps. Von Zeit zu Zeit. Wir haben gar nicht die elektrische Energie. Nous n'avons tout simplement pas l'énergie électrique nécessaire pour déplacer ces énormes unités de troupes. Les ponts sont endommagés, les routes ne supportent pas de lourdes charges, et pourtant, des chars doivent y passer. Le réseau ferroviaire, en Allemagne, est déjà une catastrophe en soi. Autrement dit, il est vraiment essentiel d'investir beaucoup d'argent dans les infrastructures, à la fois pour un usage militaire, mais aussi pour le bien-être et la prospérité de notre pays. Mais tout cela ne se fait pas, en tout cas pas dans la mesure annoncée. Je pense que nous, les citoyens, devons taper un peu plus sur les doigts de nos responsables politiques dans la mesure où nous le pouvons pour qu'ils se mettent enfin en mouvement. La classe politique allemande s'est-elle tellement empêtrée dans la guerre en Ukraine, provoquée en partie par les États-Unis, qu'elle ne peut plus en sortir? Faut-il remplacer cette élite? Alors, le mot « impliqué » est peut-être un peu trop connoté dans un certain sens, mais c'est vrai que selon moi, ce conflit et tout ce qui l'accompagne prennent beaucoup trop de place dans le travail politique au quotidien. Bien sûr, on n'est pas à la maternelle. On n'a pas besoin de faire les choses les unes après les autres. D'abord ceci, puis cela. Tout peut avancer en parallèle. Mais je pense que la guerre, les milliards qui y partent, les armes, les productions qui y sont destinées, tout ça, c'est énorme. Il y a même d'anciens secrétaires d'État qui ont dit qu'on devrait carrément prendre en charge tout le budget de l'Ukraine. C'est une situation à laquelle très peu de responsables politiques font vraiment face. Et je n'ai pas besoin de faire ici la promotion d'un parti en particulier. D'ailleurs, je n'en suis membre d'aucun. Mais en ce moment, pour moi, il n'y a qu'un seul parti qui montre vraiment une autre perspective. Elle n'a pas forcément toujours raison, parfois elle se trompe aussi sur certains points. Mais il faut simplement une nouvelle, je ne sais pas si on peut déjà le sentir venir, je ne suis pas assez plongé dans cette bulle berlinoise pour le dire, mais il pourrait bien y avoir des déplacements. Nous avons besoin d'une attitude plus lucide, d'une relation plus sobre face à la guerre. Nous devons aussi avoir une vision plus réaliste des réorganisations géopolitiques, y compris ici en Europe. Et puis, il y a cette question, le rôle qu'on nous attribue, est-ce qu'on peut vraiment l'assumer? Ça ne sert à rien de simplement mettre de l'argent quelque part. Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des shérifs adjoints? Est-ce que c'est vraiment notre rôle? Est-ce qu'on veut redevenir cette grande puissance conventionnelle en Europe, celle qui décide de tout? Il y a peu, Karl Eckhard Esch, un publiciste et auteur bien connu, a écrit qu'il existe en Europe des voix qui s'interrogent. J'ai regardé ça de près, je suis un peu lié à l'Espagne, là-bas, et dans la presse espagnole, pas seulement dans les journaux de gauche ou d'extrême droite, on lit clairement ce genre de choses. On y commente ce que disent un Freundling, un Neumann ou un Merz. Et en France aussi, ces propos sont perçus d'une autre manière. Tout cela, il faut le faire passer dans notre communication. Acheter des armes, envoyer du matériel et de l'argent à l'Ukraine, ça ne suffit pas. Il y a d'autres choses que nous devons apporter. Et pour l'instant, nous ne le faisons pas. L'Allemagne se dégrade, vous l'avez souligné, et dans le même temps, une brigade de chars est en train d'être déployée en Lituanie. Du côté russe, on considère que c'est une violation du traité 2+4, celui qui a permis la réunification allemande. Oui, c'est autre chose. On m'a justement posé cette question récemment dans l'Ostdeutsche Allgemeine Zeitung. Mais le traité 2+4 ne concerne pas la Lituanie. À l'époque, il s'agissait des nouveaux Länder, donc du territoire qui rejoignait la République fédérale. L'idée initiale des contingents déployés dans les 3 États baltes, puisque, comme je l'ai dit, nous étions en Lituanie,
C'était ce qu'on appelait une idée de tripwire, un fil piège. En gros, si les Russes attaquaient l'Estonie ou un autre pays, s'ils devenaient agressifs là-bas, il y aurait alors un contingent de l'OTAN déjà sur place, ce qui, forcément, entraînerait une réaction immédiate. Toute l'OTAN serait concernée. Si l'un est attaqué, tous sont impliqués. Envoyer une brigade là-bas, c'est avant tout un geste symbolique. C'est clair, ça a une forte valeur symbolique. Et pourtant, si l'on en croit à nos camarades de l'armée, qui depuis des années nous répètent que le vrai problème, c'est le corridor de Suwałki, cette sorte de petite coupure entre le reste du territoire de l'OTAN et les pays baltes, eh bien, ils seraient là-bas encerclés. Mais bon, là, on entrerait sans doute trop dans les détails tactiques, et je risquerais de m'y perdre. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich zu sehr heerestaktisch, da würde ich mich verlieren. Wenn es nur um das Symbol Si c'était seulement pour le symbole, pour montrer quelque chose ici, à un pavé de mémoire, alors il n'y avait pas besoin d'envoyer une brigade. Et dans le contexte actuel, où nous avons besoin de nos forces, en plus de tout ce que nous apportons déjà à l'Ukraine, pour devenir nous-mêmes capables de faire la guerre, comme le ministre Pistorius le réclame sans cesse, ce que je trouve d'ailleurs justifié en principe. Je trouve simplement ce mot mal choisi. Et en plus, ça sonne assez maladroit. On aurait sûrement pu trouver une expression plus claire, plus parlante. Pour moi, toute cette histoire est à côté de la plaque. On aurait pu s'en passer. Ça n'a aucun sens. Cette brigade en Lituanie est considérée par les Russes comme une violation du traité d'unification. Jeffrey Sachs, l'économiste américain très connu, a écrit une lettre ouverte à Friedrich Merz. Il y explique ceci. Est-ce que quelqu'un croit vraiment que quand on avait décidé à l'époque qu'aucune force de l'OTAN ne serait stationnée sur le territoire des nouveaux Länder, les Russes auraient voulu que des troupes de l'OTAN soient encore plus à l'est et qu'il y ait d'autres candidats à l'adhésion? Quelle est votre opinion là-dessus? C'est l'histoire depuis 1991-92, à commencer par la conférence de presse, ou plutôt les déclarations à la presse, de l'ancien secrétaire d'État américain James Baker et de Genscher, qui avait alors clairement dit « pas un pouce vers l'Est ». Je dis ça pour donner au moins un peu de contexte à celles et ceux qui nous écoutent ou nous regardent. D'un côté, oui, c'est en quelque sorte un moteur. L'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie et tous les autres. Des États souverains qui déposent une demande d'adhésion à cette alliance de défense occidentale. Ils en ont parfaitement le droit. C'est ce que signifie être souverain. Et en même temps, il y avait cette déclaration. On n'ira pas vers l'Est, quelle que soit la manière dont on devait l'entendre à l'époque. J'aurais en fait dit la même chose, que la compréhension allait dans ce sens. Et puis on entend par exemple de la part d'un certain monsieur Kiesewetter, qu'on connaît tous, et d'autres, qu'on n'aurait pas pu refuser cette demande d'adhésion. Eh bien si, justement c'est là que j'aurais voulu intervenir. Bien sûr, tout ça, c'est du conditionnel, du « si »,« aurait »,« pourrait »,« aurait »,« vélo-chaîne », comme on dit. Ça remonte à une éternité. Mais j'aurais très bien pu dire que, pour la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie, compte tenu de la solidarité et surtout des ingérences russes en Pologne, en Tchécoslovaquie en 68 et en Hongrie en 56, j'aurais tout à fait admis une règle spéciale pour eux à cause des terribles expériences qu'ils ont vécues avec l'armée russe, avec l'armée rouge. Mais tous les autres, qui bien sûr voudraient aussi, en cas de doute, s'approprier cela pour eux-mêmes, on aurait pu les intégrer dans une autre forme d'alliance de sécurité, une sorte de pacte, ou peu importe comment on l'appelle. Bon, je dis ça un peu à la volée, mais le fait est, et là on revient à Hirsch, Mearsheimer dit quelque chose de similaire, le stationnement de troupes allemandes là-bas. Moi je regarde plutôt l'aspect fonctionnel. Sur le plan fonctionnel, ça n'a aucun sens pour moi.
La brigade est bien trop petite pour faire face à une éventuelle grande offensive russe pour aller vers les pays baltes. Et dire ensuite, oui, mais dans ce cas, l'Allemagne serait aussi concernée. Eh bien, elle l'aurait déjà été avec une simple compagnie. Donc pour moi, tout ça est assez artificiel. Also, das halte ich alles für ziemlich vorgeschoben. Ich denke, auch hier spielt eine Rolle. Je pense que là aussi, la vanité joue un rôle. Nous, les Allemands, on voulait montrer comment nous sommes, vous voyez. Pas à moitié, mais complètement. Les Français, je m'en souviens bien, les Français, les Britanniques et tous les autres, ils n'ont cessé de nous dire tout ce qu'on devait faire pour l'Ukraine et pour les pays baltes. Mais eux, en réalité, ils se retiennent partout, tout simplement parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et tout le monde croit encore que nous, on en a plein, ce qui n'est plus vrai non plus. À mon avis, c'est une erreur sur le plan fonctionnel. Et symboliquement aussi, c'est une erreur. Il n'était pas nécessaire d'aller au-delà du contingent déjà envoyé. C'est ce que j'aurais conseillé. Et je peux dire que là aussi, je comprends, je ne partage pas forcément ce point de vue, mais je peux comprendre que les Russes s'approprient naturellement cette situation et qu'ils disent « D'accord, nous jugeons, nous évaluons et nous analysons les choses de cette manière. » Nous leur donnons, et c'est bien ce que je veux dire, à travers la rhétorique dont nous avons déjà parlé ce midi, à travers ces mesures, à travers ce discours du genre. Nous allons devenir la plus puissante armée conventionnelle. Et aussi à travers ce genre de propos. Demain, ou même cette nuit, nous allons raser Kaliningrad. Tout ça, c'est pas nécessaire. Ça ne résout rien. C'est du bavardage. Se réarmer, être capable de dissuader et faire passer cette capacité de dissuasion aussi par les canaux diplomatiques, ça c'est très bien. Mais cette attitude de grande puissance ou cette fanfaronnade ne sert à personne. Elle ne fait que provoquer. Justement, des initiatives diplomatiques comme celles que vous réclamez manquent depuis le début de l'invasion russe, aussi bien du côté de l'Union européenne que surtout du gouvernement allemand. Mais maintenant, vous préparez quelque chose. Nous avions parlé récemment d'un appel. Les députés européens Rolf Firmenich et Michael van der Schulenburg se sont rendus à Moscou avec Alexander von Bismarck pour y chercher le dialogue. Alors, que faut-il faire? Quelles options restent encore pour parvenir à la paix? Je pense que c'est aussi là qu'on retrouve, pour reprendre ce mot qu'on a déjà beaucoup utilisé, une sorte de dilemme. D'un côté, et on l'a déjà dit dans la discussion préparatoire, on voit bien ce qu'on essaie de faire. Et je tiens à le dire clairement, je n'accepterai jamais qu'on m'accuse de trahir nos efforts en Allemagne. Je suis patriote et jamais je ne tournerai le dos à ce que nous faisons. Mais le patriotisme, ça veut aussi dire savoir poser des limites à ses amis, pas seulement à ses adversaires. Parfois, je l'avoue, je ressens une certaine fatigue quand je vois tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit. Vous publiez des livres, moi je participe à des ouvrages et maintenant j'en écris un moi-même. On est tous sur la route. On essaye de convaincre les gens de changer un peu de point de vue. Dans l'armée, on dit souvent qu'il faut prendre un peu de recul par rapport à la carte de situation pour voir l'ensemble du tableau et essayer de trouver des chemins pour sortir de ce dilemme. Et puis parfois, je me dis aussi, laisse-moi tranquille. Je pars en Espagne, dans ma maison, je regarde la mer et je joue avec mon chien. Ça m'a fait tout autant de bien. Beaucoup diraient peut-être, oui, c'est mieux que tu fasses ça. Ta voix dérange de toute façon. Mais on a encore quelques projets devant nous. Je pense qu'on doit continuer, même si on n'est qu'une petite épine plantée dans la chair de ceux qui croient qu'ils doivent encore en faire plus. Je maintiens ma position. Je viens d'un autre point de vue. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a toujours reproché. On m'a dit que j'étais pro-russe, simplement parce que je ne reprenais pas cette rhétorique. Mais je le redis, je pense qu'il est juste de renforcer et de moderniser nos forces armées pour assurer une véritable dissuasion
au meilleur sens du mot, comme le hérisson. Nous sommes capables de nous défendre. Personne ne peut nous atteindre. Et nous n'avons pas à le faire seuls. Il y a une alliance pour cela. Mais en même temps, nous cherchons toutes les voies possibles pour la diplomatie. Nous explorons chaque canal. Il était récemment à Saint-Pétersbourg, vous l'avez d'ailleurs mentionné, et aujourd'hui ou demain, c'est à Kazan, où les pays de l'Est se retrouvent à nouveau. C'était quand même intéressant et assez marquant de voir que nous, les Allemands, c'était d'ailleurs aussi un sujet au Bundestag, eh bien, il y avait quelques députés de l'AfD, ce qui évidemment alimente le discours des autres. Mais même eux n'étaient pas là en tant que délégation. Et pourtant, ça n'aurait pas été une forme de soumission ni d'apaisement. Les Américains étaient là, les Français aussi, en délégation. Je crois que les Espagnols y étaient également. Donc, manifestement, des nations, notamment la France, qui font partie de ce cercle des soutiens de l'Ukraine, au moins sur le plan rhétorique, parce que la France parle beaucoup plus qu'elle ne livre, s'y sont jointes. Mais nous ne sommes pas là. Nous, l'ancienne grande puissance diplomatique, nous sommes absents. Et pire encore, nous sommes presque fiers de ne pas y être, tout en accusant des parlementaires allemands qui essayent d'établir un contact sur place. Mais tout ça, c'est du petit jeu politicien. Je pense pourtant que tous ces appels à aller là-bas sont importants. La semaine prochaine, par exemple, il y a une grande conférence sur la sécurité à Istanbul. J'y étais invité, je devais même y prendre la parole. Mais je peux pas, j'ai d'autres engagements. Tout ça, il faut qu'on s'en serve. Il faut qu'il y ait des gens comme Patrick Bab, comme Kujat, et bien d'autres. Et beaucoup, je le sais, aimeraient parler, mais n'osent pas le faire. Je ne leur en veux pas. Moi, j'ai déjà eu ma part de critiques. C'est pour ça que j'y reviens toujours. Eux aussi le font. Kujat aussi. Aucun de nous ne veut se tirer une balle dans le pied. En réalité, on veut simplement rappeler une chose. Bien sûr, la guerre a tout changé. Mais à la base, on voulait juste dire « il faut qu'on parle ». C'est comme ça qu'on m'a formé, comme soldat et comme officier. J'ai toujours répété que tel ou tel conflit ne peut pas être réglé par la force militaire. La diplomatie doit passer avant tout. L'épée, c'est vraiment le dernier recours, pas une solution par défaut. Et quand j'entends une Madame Strack-Zimmermann qui, si elle le pouvait, enverrait dès demain des divisions de chars en Russie, pas elle-même, non, elle enverrait les autres, eh bien oui, c'est bien ce qu'elle ferait. Tout comme le monsieur dont on a déjà parlé aujourd'hui. Ces gens-là sont toujours un peu à distance. Ils tiennent toujours les commandes à la main, et ce sont les autres qui doivent agir. Pour moi, c'est une grosse erreur. Et là, je me distingue de certains, même de ceux qui, en principe, seraient censés être de mon côté. Si un jour il y a vraiment une attaque, peu importe d'où elle vient, alors oui, l'Allemagne doit être prête à se battre. À ce moment-là, oui, mais seulement à ce moment-là. Fight tonight. Mais pas avant, pas en cherchant à provoquer les choses, en disant « allons-y, battons-nous davantage ». Il faut oser la diplomatie, pour reprendre Brandt, mais un peu autrement. Pas seulement oser plus de démocratie, même si c'est aussi nécessaire chez nous, mais oser à nouveau plus de diplomatie. Et j'ai souvent l'impression que certains ont peur d'être pris en défaut s'ils donnent la priorité à la diplomatie plutôt qu'aux armes. Ça m'inquiète. Il faut oser davantage la diplomatie, dit le vice-amiral Kayakim Schönbach, qui aujourd'hui plaide pour le réarmement, mais aussi pour plus de diplomatie. Et surtout, il affirme une chose, il faut que le bruit des sabres cesse. Dans un contre-courant, nous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Welche die Propagandamedien verschweigen.